Donc, nous allons passer à la deuxième partie de ce webinaire avec la présentation qui va être faite par Jordan Burton, également donc, de la société Albupad, hein. Et Jordan Burton est également docteur en chimie et va aller un peu plus dans la partie effectivement opérationnelle et dans la partie scientifique de ce que vous venez de nous présenter avec la preuve de concept effectivement pour la vectorisation d'un actif antitumoral. Merci à vous et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, donc comme je disais, Elia, je suis plutôt en charge de la science au sein de la société. J'ai également fait une thèse dans le même laboratoire qu'elle sur thématique plutôt chimie, mais appliquée à la santé. Et c'est ce que je fais actuellement dans l'entreprise, c'est un peu la suite de tout ça. Et avec ma présentation, on va voir un peu plus en détail la science qu'on produit dans notre entreprise. Et ce que je voulais présenter aujourd'hui, ce que je voulais expliquer, c'est vous faire l'exemple d'une preuve de concept. Comment on passe d'une idée qui paraît potentiellement intéressante, comment on passe d'une idée à un produit, à une espèce de démonstration de l'efficacité thérapeutique de ce qu'on a imaginé. Alors, pour ça, on a suivi plan que je vous ai schématisé ici. Dans un premier temps, on réfléchit à la conception du produit qu'on veut former. Ensuite, on s'intéresse vraiment à la création d'un matériau qui répond aux caractéristiques qu'on a imaginées. On fait des premiers tests au laboratoire sur des modèles assez simples, des choses en solution, des choses avec des cellules. Puis, finalement, on essaye de mettre en lumière les effets thérapeutiques via l'étude in vivo, c'est-à-dire sur des modèles animaux. Tout ça dans le but de montrer l'efficacité de notre technologie. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner des données un peu générales sur notre technologie. Donc, vraiment, au tout début, avant d'envisager l'utilisation de médicaments et de penser à une pathologie, on s'est intéressé à la biocompatibilité de nos matériaux. On l'a testé dans un premier temps in vitro, c'est-à-dire au laboratoire sur des cellules en culture. Et on a observé que les cellules, une grande variété de cellules, quelle que soit leur origine en termes d'espèces ou leur type de cellules, elles adhèrent assez bien sur nos matériaux, même très bien sur nos matériaux, et elles poussent. C'est-à-dire que notre matériau, il permet une bonne adhésion cellulaire et il permet la prolifération. Il permet une prolifération en surface. Ici, c'est une membrane, donc juste une pièce plate de nos matériaux. On voit qu'on a une couche homogène de cellules qui s'est formée sur celui-ci. Et on a aussi la capacité de faire pousser dans notre matériau, dans des structures poreuses. Donc, on peut faire croître des cellules dans des structures 3D. Et ça, c'est des choses qui sont assez sympas pour faire de l'ingénierie tissulaire. C'est une bonne partie de notre technologie. On l'aborde pas aujourd'hui, mais c'est des propriétés quand même assez intéressantes. En parallèle, on a fait des tests de biocompatibilité sur des animaux et on a implanté en sous-cutané nos matériaux chez des souris. Et ici, en guise d'illustration, je vous montre des clichés d'histologie, c'est-à-dire qu'on étudie le tissu au voisinage du matériau qu'on a implanté. On regarde les structures et on vérifie si celles-ci sont dans un état sain ou pathologique. Et généralement, ce qu'on voit avec ce genre de choses, c'est qu'il y a la formation d'une capsule autour du matériau. Et c'est souvent le signe de la formation d'une fibrose et d'un phénomène inflammatoire. Nous, ce qu'on a observé généralement au travers de plusieurs études, c'est que nos matériaux sont très bien tolérés. Il n'y a pas de signe de toxicité, il n'y a pas de signe d'inflammation sur les tissus, ou même dans le sens où on mesure des paramètres classiques d'inflammation. Il n'y a aucun problème avec nos matériaux. Et dans l'ensemble, ils sont très bien tolérés. En parallèle, on a aussi étudié leur dégradation au cours du temps. Donc là, toujours, c'est des matériaux qui sont implantés sous la peau, chez une souris, et on suit la variation du volume de l'implant à travers la peau en mesurant pour estimer sa dégradation. Ce
qu'on a observé, ce qui est assez intéressant, c'est que en fonction de la formulation qu'on utilise, soit en bleu, soit en vert ici, eh bien, on a une vitesse de dégradation qui est un petit peu différente. Ce qui veut dire que, en poussant un petit peu plus ces études, on est probablement capable de moduler cette vitesse de dégradation. Ça, c'est des choses qui ont besoin d'être un peu plus approfondies. Ce serait sympa, par exemple, d'atteindre disparition totale de l'implant. C'est des choses qui sont planifiées et qui vont faire partie de nos prochaines étapes de recherche là dans les mois, années qui viennent. Et autre fait assez intéressant qu'on a constaté, c'est que lorsqu'on implante en sous-cutané nos matériaux, pour une de nos formulations, la bleue, on retrouve dans le sang des souris de l'albumine humaine. Ce qui veut dire que cette albumine vient forcément du matériau qu'on a implanté. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que le matériau s'est dégradé, qu'il a libéré de l'albumine et que cette albumine a pu rejoindre le sang. Et ça, il y a une pathologie pour laquelle c'est une propriété qui peut être très intéressante, c'est de pouvoir utiliser ce phénomène dans la thérapie du cancer. Parce que une cellule tumorale, enfin une tumeur constituée de cellules tumorales, va mettre en place des mécanismes pour favoriser sa survie et sa prolifération. Et parmi ces mécanismes, il y en a deux qui sont particulièrement intéressants pour nous. C'est le premier, c'est qu'au voisinage de la tumeur, la perméabilité des vaisseaux sanguins qui vont irriguer cette tumeur, ils ont une perméabilité qui est augmentée, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de passage des constituants du sang vers ces cellules tumorales. Autre propriété intéressante, autre mécanisme, c'est que les cellules tumorales, elles ont tendance à mettre en place des mécanismes pour capter beaucoup plus d'albumine que les cellules saines. Ce qui veut dire que avec nos matériaux qui libèrent de l'albumine, on pourrait envisager un ciblage des tumeurs. Et vu que notre technologie, c'est d'associer un médicament à l'albumine, eh ben, on pourrait avoir une stratégie de délivrance d'actifs via l'albumine en direction de ces cellules tumorales, avec un ciblage préférentiel des tumeurs. Et on nomme ça une stratégie biomimétique. C'est le fait de mettre à profit un mécanisme physiologique pour améliorer le traitement que l'on veut designer. Donc maintenant qu'on a vu un peu les aspects théoriques, il fallait choisir une molécule à étudier à travers de cette preuve de concept. La molécule qu'on a choisie, c'est la doxorubicine, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une molécule qui est crédible pour cet usage parce que c'est un traitement de référence pour plusieurs types de cancers. C'est une molécule qui a pour action de se lier à l'ADN et elle va perturber la réplication des cellules. Ce n'est pas le mécanisme précis, mais bon, pour vulgariser son action, c'est ça qu'il faut comprendre. Et problème qu'il y a avec cette molécule, c'est qu'il y a de nombreux effets secondaires. C'est souvent le cas avec les molécules de chimiothérapie parce que ce sont des molécules très agressives, très toxiques. Et en particulier celle-ci, elle a une forte toxicité cardiaque. Lorsqu'elle passe dans le sang, elle a tendance à s'accumuler dans le cœur, ce qui est évidemment un problème très important. Et elle a une assez faible spécificité. Ça veut dire qu'elle ne discrimine pas des cellules pathologiques ou des cellules saines. Donc c'est un modèle qui est particulièrement adapté à ce qu'on veut faire, vu que nous, on veut lui apporter cette spécificité et on veut réduire les effets secondaires. Donc l'idée, ça va être de constituer des implants avec cette molécule, la doxorubicine. La première étape pour nous, ça a été de créer les matériaux et d'y intégrer la doxorubicine. La première chose qu'on a envisagée, c'est dans notre procédé, c'est de mélanger notre albumine, notre sel dès le départ et d'y ajouter la molécule dans l'espoir d'avoir à l'arrivée un matériau qui va contenir notre médicament et on aura quelque chose d'utilisable. Malheureusement, lors de cette première étape de test, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de pertes de ce médicament lors du lavage des matériaux.
On, on estime que ce problème vient du fait que lors de la formation du matériau, il y a beaucoup d'ions, beaucoup de sels qui sont en interaction avec l'albumine. Et cette interaction, elle empêche un peu l'interaction albumine-médicament, qui fait qu'il y a une compétition entre les deux. Donc une partie de la doxorubicine n'est pas liée à notre matériau. Et elle est donc perdue lors du lavage. La seconde stratégie qu'on a testée, c'est de charger la doxorubicine en fin de procédé. Donc on forme un matériau normal, non chargé, selon notre procédé, et à la fin, on incube ce matériau dans une solution contenant le médicament, et grâce aux propriétés de l'albumine, son aspect transporteur, sa capacité d'interagir avec beaucoup de molécules, et bien là, on a notre médicament qui est capté et qui est retenu par le matériau. Et ça s'est avéré être une solution très efficace, un procédé de chargement très efficace. On a d'excellentes efficacités d'encapsulation et on peut atteindre des taux de charge assez intéressants. En parallèle, on a voulu s'assurer qu'on était capable d'avoir un chargement uniforme à travers de tout le matériau. Et la doxorubicine, c'est un modèle assez sympa au laboratoire, parce que c'est une molécule qui est fluorescente. Donc on peut facilement la mesurer, l'observer. Ici, vous avez en guise d'illustration des coupes de nos matériaux qui ont été observées au microscope à fluorescence. On n'observe rien sur un matériau non chargé, qui est intéressant et logique, puisqu'on observe vraiment la fluorescence de la doxorubicine. Et dans un matériau chargé, on voit qu'au travers de toute l'épaisseur du matériau, on a un chargement qui est uniforme, une répartition qui est homogène. Ça, c'est intéressant pour nous. On est capable de charger de manière uniforme dans tout le matériau grâce à une stratégie de chargement qui est efficace, et on est capable d'atteindre des taux de charge avec cet actif de l'ordre de 20%, c'est-à-dire 20% de la masse du matériau et le médicament. L'étape suivante, donc dans la poursuite de ce développement de produit, l'étape suivante, c'était de s'assurer de l'activité de nos matériaux, dans un premier temps in vitro, sur des cellules cancéreuses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des matériaux à petite échelle avec des quantités croissantes de doxorubicine à l'intérieur, et on a cultivé des cellules cancéreuses par-dessus ces matériaux pour estimer l'efficacité anticancéreuse de ces petits matériaux. Ce qu'on a observé, c'est que à taux de charge en doxorubicine croissant, on avait une viabilité cellulaire qui diminue, qui prouve bien qu'on a une inhibition de la croissance des cellules par nos matériaux, et que celle-ci est proportionnelle à la quantité de médicaments qu'on utilise. Il confirme que la doxorubicine dans nos matériaux reste active. Elle n'est pas altérée par notre procédé. Maintenant vient la dernière étape de ce développement, qui consiste à tester les effets pharmaceutiques de nos matériaux. Pour ça, on a mis en œuvre une première étude chez l'animal sur un modèle relativement simple qui consiste à avoir des tumeurs sous-cutanées chez la souris. Donc, chez la souris, on a injecté des cellules cancéreuses humaines, et au bout de 10 jours, on a attendu que se développe une tumeur, et ça se produit aux alentours de 10 jours. On a attendu vraiment qu'on atteigne le stade de tumeur avec la mise en place de la vascularisation de celle-ci, ce type de phénomène. Et à ce moment, on a implanté nos matériaux chargés en doxorubicine à côté de la tumeur. Ici, c'est vraiment un modèle assez simple où on veut voir que si on met les deux côte à côte, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est capable de réduire cette tumeur? En parallèle, on avait des groupes contrôles qui consistent en un groupe d'animaux non traités pour avoir une confirmation du développement de la tumeur, un groupe dans lesquels on a implanté des matériaux non chargés pour avoir une idée de la tolérance de nos matériaux dans cette situation, et en comparaison, on s'est comparé au traitement de référence qui consiste à injecter la doxorubicine par voie intraveineuse chez la souris à une dose de 10 mg/kg. Ça, c'est une
une dose standard. C'est la dose maximale qu'on est autorisé à utiliser dans ce genre d'études. Et concernant nos matériaux, puisqu'on a une stratégie de libération continue et maîtrisée, on a pu utiliser une dose supérieure à celle-ci, qui est de 30 mg kg, qui correspond à une masse de 1,5% dans le matériau. Et en parallèle, on a suivi le développement de la tumeur et également la masse des souris, qui est un indicateur un peu général de l'état de santé des animaux au travers de l'étude. Donc, dans un premier temps, on a formé des matériaux destinés à cette étude, donc via la stratégie que je vous ai présentée précédemment. On a réalisé le post-chargement de nos matériaux. On a eu une excellente efficacité d'encapsulation supérieure à 95%, qui varie légèrement selon le type de formulation qu'on utilise. Et ici, à titre d'illustration, voici le type de matériaux qui ont été utilisés, qui ont été implantés. Vous voyez que ce sont des matériaux cylindriques qui font quelques millimètres de longueur pour une masse d'approximativement 50 mg. Ici, vous avez l'exemple d'un matériau qui est non chargé et là d'un matériau qui est chargé par la doxorubicine, et on voit vraiment que celui-ci est imprégné par le principe actif. Dans un second temps, on a tout de même vérifié la cinétique de libération de l'actif in vitro pour être sûr qu'il y avait une libération, pour avoir un premier profil. Et ici, vous voyez que sur 2 semaines de libération, on a une libération qui est continue, qui est stable, et il n'y a pas d'effet burst initial, effet burst qui correspond à une libération intense d'une grande quantité de médicaments vraiment dans les premières heures de libération. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter parce que c'est souvent ces phénomènes-là qui sont responsables de la toxicité, qui font que on n'est pas dans la fenêtre thérapeutique de la molécule, et tout ce qui est excédentaire va surtout causer des effets de toxicité, des effets secondaires, et ne sera pas vraiment utile à la thérapie. Voici les résultats qu'on a obtenus pour notre étude in vivo. Donc, je vous rappelle, sur notre modèle de souris, on a laissé croître la tumeur pendant 10 jours. On a procédé à l'implantation à côté de la tumeur de nos matériaux et on a effectué le suivi du volume tumoral durant 35 jours. Vous voyez que le volume de cette tumeur a énormément augmenté dans le groupe des animaux qui n'est pas traité, la courbe ici en noir. Puis, on a estimé l'efficacité des différents traitements. Et chacune de ces courbes est comparée à cette courbe non traitée. Voilà dans un premier temps que l'injection intraveineuse du traitement de référence a permis une diminution de l'ordre de 40% du volume tumoral. Pour l'une de nos formulations, celle-ci en bleu, on a une diminution de 83% au bout de 35 jours. Et la formulation qui a été la plus satisfaisante et vraiment la plus intéressante dans cette situation a été celle-ci en vert, où dès le 7e jour, on avait atteint un stade de régression tumorale totale. Et vous voyez que ça a été maintenu durant toute la durée de l'étude. En parallèle, on a observé une très bonne tolérance de nos matériaux dans tous les groupes, chose qu'on attendait parce qu'on avait déjà beaucoup de données de biocompatibilité. C'était tout de même intéressant de le confirmer. Et on a observé une régression tumorale pour l'ensemble de nos formulations. Enfin, dernière chose qu'on a fait sur ce modèle, c'est qu'on s'est intéressé à la fluorescence des organes. On essayait de mesurer la fluorescence de la doxorubicine dans différents organes chez la souris, justement pour avoir une vision sur l'accumulation de la doxorubicine dans ces différents organes cibles. Là, ce qui est intéressant, c'est de se comparer au groupe non traité, qui n'a pas reçu de doxorubicine. Donc, s'il n'y a pas de différence avec le groupe non traité, c'est qu'il n'y a pas de doxorubicine qui est présente. Déjà, on voit que dans des organes sains, donc ici cœur, rein, peau et foie, il n'y a pas vraiment de différence significative entre les différents groupes. Donc, il y a bien de constater ici, c'est que notre traitement, bien qu'on ait une dose 3 fois supérieure à l'injection IV, on n'a pas eu d'accumulation dans les tissus cardiaques, par exemple.
dans le rein ou le foie, qui sont les organes qui sont vraiment au contact du sang ou qui s'occupent d'épurer le sang et de tout ce qui est métabolique, et également dans la peau. Bien que celle-ci était au contact de nos matériaux, puisque c'était une administration sous-cutanée, vous voyez que si on compare au groupe non traité, la peau n'a pas reçu de doxorubicine plus que le groupe non traité. Et enfin, ce qui est intéressant ici, c'est que il semblerait qu'on ait dans la tumeur, pour cette formulation-là, eh bien, présence d'une quantité significative de doxorubicine qui tend à montrer que notre idée de matériaux qui libèrent de l'albumine chargée et qui va venir s'accumuler dans la tumeur, le schéma que je vous présentais au début, pour cette formulation-là, qui est celle qui est libérée de l'albumine, ceci tend à montrer que notre modèle pourrait fonctionner. Enfin, dernière chose qu'on a fait, c'est sur d'autres souris, des souris saines cette fois-ci, on s'est intéressé à la quantité de doxorubicine qui est libérée par nos matériaux au cours du temps, et on est allé mesurer cet actif dans le sang des souris. Donc c'est implantation sous-cutanée, et on regarde combien on retrouve dans le sang. Et on voit que donc, pour la formulation bleue, celle-ci, on voit que tout au long de ces 2 semaines de traitement, on a une quantité qui est supérieure à l'injection intraveineuse. Donc en sous-cutané, on arrive à donner plus que la molécule seule par voie intraveineuse. Et en parallèle, on voit avec la formulation verte que là, on a des taux sanguins inférieurs à l'autre formulation, inférieurs à la voie intraveineuse. Donc, on pense plutôt que cette formulation-là, celle qui a donné d'excellents résultats en régression tumorale, on pense que cette formulation, elle est plutôt orientée vers une libération localisée. Ce qui est libéré par ce matériau atteint peu, atteint peu le système sanguin, alors que ce qui est libéré par cette formulation bleue va préférentiellement ou plus facilement atteindre le système sanguin. Et ça, c'est très intéressant pour nous, parce que ça veut dire que pour un même matériau, avec 2 conditions de formulation différentes, on a vraiment 2 profils de libération assez différents, un localisé, l'autre systémique. Et enfin, on voit qu'au cours des 2 semaines de l'étude, on a une libération qui a été continue. Donc, pour revenir brièvement sur ce qu'on a fait, vous avez vu qu'on développe 2 types de produits, donc des implants pour implantation sous-cutanée. On développe également en parallèle des microparticules, donc qui sont au final une version broyée de ça, qui ont l'avantage de pouvoir être dispersées dans une solution et de pouvoir être injectées, ce qui facilite grandement l'administration de nos produits. C'est en ça que cette forme est intéressante. Sinon, en termes de caractéristiques, elle est très proche de ce que je viens de vous présenter. On a observé que nos matériaux, on pouvait y mettre une grande quantité d'oxorubicine, en tout cas des quantités qui sont crédibles pour un usage thérapeutique réel. On a vu qu'on avait une libération qui était continue, qui permettait d'avoir une vraie efficacité en termes de régression tumorale. On a l'une de nos formulations qui répond à la théorie qu'on avait posée, qui était d'effectuer un ciblage tumoral. Et enfin, on a 2 systèmes qui offrent soit une libération locale, soit une libération systémique. Et concernant l'usage de ces matériaux, on pourrait assez facilement envisager que la forme à libération locale, elle pourrait être utilisée par exemple suite à la résection d'une tumeur. Imaginez un chirurgien qui opère une tumeur et qui la retire. On pourrait utiliser cette formulation locale comme un matériau de comblement dans cet espace pour vraiment avoir une chimiothérapie qui est localisée et être sûr d'avoir un traitement efficace de cette zone. Là où, à l'inverse, la formulation systémique, on peut envisager son implantation ou son injection sous-cutanée pour avoir une action à distance via le passage au travers du sang et via la libération de l'albumine portant le médicament. Au final, ce que l'on fait, nous, avec notre entreprise, c'est que l'on développe ce genre de preuve de concept
en utilisant une molécule à destination d'une pathologie avec un scénario d'usage thérapeutique. Et l'idée pour nous, c'est de créer des démonstrations suffisamment abouties, suffisamment convaincantes pour convaincre un partenaire industriel pour nous aider à pousser ce développement beaucoup plus loin, à aller confirmer des tendances qu'on a observées et surtout passer au travers de toutes les étapes de validation réglementaire qui demandent énormément de moyens et de temps pour avoir à l'arrivée un vrai produit sur le marché qui est réellement utilisable en clinique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un très grand merci en tout cas pour votre présentation. Et effectivement, nous avons un peu de temps maintenant, effectivement, pour des questions. Alors, y a-t-il des questions dans l'auditoire? Est-ce que tout est... Ah oui, il y a une question de Madame... Moi, je veux bien y aller. oui, allez-y, oui. Oui, vous pouvez. Alors, merci pour la présentation. Je me demandais par rapport à la question, donc, au niveau de l'application tumorale, donc c'est extrêmement intéressant ce que vous montrez. Je me demandais comment vous assurez que la libération de l'albumine liée à l'actif antitumoral ciblé va être vraiment ciblée et spécifique. Au final, est-ce que cette captation par les tumeurs, elle va être assez sensible et spécifique pour permettre justement d'essayer après votre documentation préclinique d'aller sur l'homme? Est-ce que vous avez des modalités qui vous permettent un peu... Les mécanismes que je présentais sont des choses qui sont connues et décrites dans la science. Et par exemple, les mécanismes de récepteurs qui viennent capter l'albumine sont présents sur toutes les cellules, qu'elles soient saines ou pathologiques, mais elles sont surexprimées dans les cellules tumorales. Donc on aura un ciblage préférentiel des tumeurs et non pas strictement spécifique de la tumeur, pour être tout à fait Mais précis est-ce que sur le la taux chose. d'expression pour les cellules saines vont être assez suffisants pour permettre justement une spécificité en termes de statistiques, un ratio assez conséquent derrière? Alors, ça, c'est des choses que l'on a besoin de confirmer, qu'on étudie Ok. toujours. Et les prochaines étapes là de développement, c'est toujours une preuve de concept qui est en cours pour nous. Euh, Idéalement, il faudrait qu'on implante notre matériau à distance de la tumeur pour justement valider ce concept de passage systémique qui permet d'atteindre la tumeur et de pousser un peu plus euh, les, euh, les études de détection de la doxorubicine dans les différents organes et dans les sites un peu cibles où elle a tendance à s'accumuler. C'est vraiment des choses qu'on a besoin de confirmer. Pour l'instant, on a des modèles. On essaye de progresser par complexité croissante. À chaque fois Mm. qu'on identifie quelque Bien sûr. chose, on essaye de trouver un nouveau modèle qui permettra de le confirmer. Non, c'est sûr, bien sûr. Oui. Bah, juste dans la continuité, pour finir sur cette question en fait un peu de spécificité, vous avez parlé des U87, donc c'est plutôt tout ce qui est glioblastome. Est-ce que du coup, avec votre Oui. système et le modèle justement un peu de versatilité, adaptivité que vous vendez, est-ce que du coup, quel que soit le principe actif ou la thérapie au niveau des glioblastomes, vous êtes sûr que ça puisse passer la barrière hémato-encéphalique? Alors là, on a utilisé les cellules du 87 dans notre modèle Vivo parce que c'était un modèle relativement simple à mettre en œuvre avec une greffe orthotopique, enfin, qui n'est pas sur le site réel du développement de la tumeur. Euh, Initialement, on voulait faire ça avec cellules du cancer du sein, par exemple, parce que c'est la doxo utilisée dans cette situation, mais le problème étant que notre prestataire n'avait pas ce modèle et généralement on essaye de faire des choses que on peut transposer d'un labo à l'autre. Nous, on a aussi étudié les U87 ici Ouais. au labo. Le prestataire a vu les U87, donc c'était pour qu'on ait des choses qui soient comparables de l'un à l'autre. Mais dans un premier temps, on s'oriente pas forcément vers le glioblastome. Là, c'était un modèle de Ok. cellule cancéreuse. Très bien. Ok. Et, Comme je connais un peu le glioblastome, en fait, j'ai tilté sur le fait que, à part le côté justement utiliser des cultures cellulaires qui représentent cette pathologie, sachant que vous êtes parti quand même sur quelques essais sur
in vivo au final sur le modèle murin. Je me demandais s'il y avait pu avoir une étude sur la barrière encéphalo... parce que bon, c'est vrai qu'elle est très détruite dans le glioblastome, mais est-ce qu'on est sûr que les molécules que vous voulez, la délivrance de médicaments que vous voulez faire, elle est possible via ce modèle-là? Mais bon, j'entends que c'est pas forcément la pathologie que vous ciblez au départ, hein. Mais c'était par curiosité. Pour l'instant, on est sur euh, on va dire cancer en général, on cible pas forcément un Ouais, cancer en ok. particulier. Et on essaie d'avoir des modèles qui vont répondre à cette stratégie. Donc c'est plus de faire le test de l'efficacité ou justement du volume perdu ou pas, ou de la densité sur certains traitements Exactement. tumoraux avant de cibler particulièrement. Ok. Oui, exactement. Et puis je pense qu'on a la chance d'avoir une plateforme assez large qui peut s'adapter à pas mal de pathologies. Donc on essaie de rester assez Ouvert. généraux dans un Oui. premier temps. Ok. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? Oui, Oui, une Sylvie, oui. question. Oui, donc vous avez fait des essais sur des cellules de cancer du sein. Quel type de cancer? Parce qu'il y a différents types de cancer du sein qui répondent pas de la même façon à la chimiothérapie. Oui, effectivement, là c'était des cellules MCF7 qui sont pas forcément connues pour être les plus résistantes et pour euh, c'est pas forcément le modèle le plus compliqué, hein. Comme je disais, c'est des petites preuves de concept sur des modèles assez simples qu'on met en œuvre dans un premier temps. Au laboratoire, on a des choses un petit peu plus sophistiquées. Euh, je sais qu'on a des modèles HPR2 positif, HPR2 négatif, Oui, avec vraiment c'est ma question. C'est lesquels? C'est hormonodépendant ou triple négatif? Parce que ce sont les pour types négatifs moi, qui répondent le mieux, en fait, à la chimiothérapie, plus que les ben, autres. on s'était intéressé à l'usage du trastuzumab, donc qui est utilisé dans ce type de thérapie et qui va cibler les récepteurs HR2. Et je me rappelle que j'avais regardé le taux d'expression de différents types cellulaires de ce récepteur. Et chez MCF7, il a un taux d'expression qui est relativement moyen. Il n'est pas annihilé, il n'est pas surexprimé. Donc c'est Mhm. un modèle relativement simple, comme je le D'accord. précisais. Mhm. Ok, donc il n'est pas surexprimé ni hormonodépendant, enfin pas Oui, trop, quoi, en fait. oui. D'accord. Donc il est censé répondre mieux, en fait, hein, à la chimiothérapie. Et alors, bon, ça donne beaucoup d'espoir, évidemment, pour le cancer. Alors, application chez l'homme, c'est dans combien d'années? La mise sur le marché, je veux dire. Là, c'est principalement dépendant de si on arrive à avoir un partenaire industriel pour Mais accompagner c'est le développement. diluant, c'est Euh, long. ben, Je pourrais peut-être répondre à cette le son question. classique. Oui, Oui. oui, allez-y, oui. Oui, alors en théorie, il nous faut. Alors nous, on va pas directement sur le marché parce que pour faire les essais cliniques, les conduire, etc., c'est beaucoup trop lourd et c'est pas notre, on va dire, cœur de métier. Nous, on développe vraiment jusqu'à la phase préclinique réglementaire. Ensuite, on transfère la technologie et cette technologie-là qui est transférée à un client qui est un partenaire industriel sera mise sur le marché. Donc à ce stade-là. On est déjà dans plusieurs projets et on va dire qu'on espère être en clinique avec un produit. Mhm. J'espère on va dire, dans 7 ans à peu près, 5-7 ans. D'accord, voilà, ça répond à ma question. Merci. Oui. Merci. Et si je peux me permettre, et pour conclure, justement, avant de passer effectivement à une application grand public, on va dire, effectivement, il va y avoir du temps, mais va aussi y avoir une étape de passage à plus grande échelle de la préparation de vos matériaux, de vos composés. Et là, quels sont à vos avis les verrous, les principaux verrous sur le passage échelle de laboratoire à échelle un peu plus grand, à échelle plus grande et ensuite à échelle plus industrielle.
Quelle Je me est, permets- J'ai levé la main, honnêtement, j'avais exactement la même question sur la Ah, pardon. spécialité, Oh, pardon, excusez-moi. Je croyais que vous aviez oublié de baisser votre main. Excusez-moi. Non, je rebondis juste là-dessus parce que c'est vraiment une question que je me Mm, pose également sur cette question de mm, comment vous arrivez à mettre en échelle, de scalabilité, sachant que de ce que j'ai vu sur votre pipeline de plan de développement, vous le mm, voyez en parallèle de votre procédé en fin 2024, début 2025. Donc mm. c'est assez court, hein. Ouais, Merci Madame Rendley pour la question, c'est vraiment... ouais. C'est assez simple, on a contacté des gens spécialisés dans la production de produits pharmaceutiques. On leur a présenté notre procédé. Mhm, On leur a demandé s'ils ils trouvaient ça compliqué, s'ils imaginaient pouvoir le faire. mhm. Au final, ça n'a choqué personne. On a d'ailleurs une première prestation qui se lance semaine prochaine pour du échelle labo très gros. On veut faire environ 500 grammes de matériaux Mhm. pour avoir une première preuve de concept et ensuite on fera une montée en échelle sur du kilo et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est en bonne voie. S'il y a des défis à relever, c'est peut-être sur des équipements un peu spécifiques qui sont pas toujours communs. On sèche nos matériaux dans des étuves ventilées. C'est pas forcément facile d'en trouver toujours à la bonne taille. Mais il n'y a pas de. Notre procédé est suffisamment simple pour Oui, que ce soit simple à faire et qu'il n'y ait pas d'équipement très spécialisé pour le faire. oui, justement, c'était aussi, oui, par rapport à ce que vous faites à petite échelle. Effectivement, on peut imaginer qu'un passage à plus grande échelle ne devra pas trop poser de problème. En tout cas, merci à nos deux intervenants, hein, pour vos présentations très claires et pour effectivement nous avoir fait découvrir votre entreprise, la manière effectivement dont vous avez conduit vos recherches. Et bien, me reste à remercier tous les participants ou également toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Et puis, pour nos deux intervenants, eh bien, vous souhaitez bonne continuation pour vos travaux et pour votre entreprise. Merci à toutes et tous et Merci à très beaucoup. bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir.